BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. On accueille Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Bonjour. Associé gérant de Vitam MFO. On est dans la famille en ce moment. Hier, on parlait de la protection du conjoint survivant et aujourd'hui, vous nous proposez de pouvoir gratifier notre famille en l'absence d'enfants, c'est ça? Oui, car c'est un constat que j'ai relevé suite à une vieille étude de l'INSEE, mais qui n'a pas été réactualisée, notamment par le fait que les générations sont longues à étudier. Et donc cette étude de l'INSEE de 99 nous rappelle qu'il y a 10% de femmes qui n'ont pas d'enfants et 15% d'hommes qui n'ont pas d'enfants. Alors je me suis posé la question, à qui va le patrimoine de chacun des époux? Bon. Ça peut paraître très intéressant, ça peut aussi être très compliqué. Alors on va partir sur un cas concret. Vous nous présentez les protagonistes? Ah oui, je les ai appelés Monsieur Nocibé. C'est parce que j'étais dans un restaurant où il y avait une belle solmenière et je me suis dit il s'appelait Nocibé. Je dis appelons-les Nocibé. Et donc Monsieur et Madame Nocibé ont, par exemple, plus de parents. Monsieur n'a plus ses parents, ni son père ni sa mère. Madame non plus. Et ils n'ont pas d'enfants. Supposons que monsieur ait un frère qui lui-même a un enfant. Donc il a un neveu de son côté familial. Et puis madame a deux sœurs qui elles-mêmes ont chacune deux enfants. Donc il y a 4 neveux et nièces de son côté. Bon. La question qui se pose, c'est que soit on ne fait rien, et là, bien évidemment, c'est codifié par le Code civil, le conjoint survivant, donc dans l'hypothèse d'un décès, reçoit la succession de l'autre. Il reçoit 100%, en l'absence, bien évidemment, de dispositions testamentaire ou de gratification qui aurait été faite du vivant de nation. Mais on voit que, supposons que monsieur décède le premier, eh bien madame reçoit toute la succession de son époux. Et les héritiers de madame, eh bien, sont sa sœur et ses deux sœurs et ses 4 nièces, alors même que le neveu de monsieur n'aura plus rien, puisqu'il n'est pas appelé à la succession de son épouse. Donc ça, c'est le cadre. Et donc ça, c'est le cadre. Donc on voit que on subit quelque chose que l'on ne souhaite pas nécessairement. Pourquoi devrait-il y avoir une différenciation selon l'aléa des décès? Nous ne savons pas qui va décéder le premier. Bon. Donc l'idée, il est de choisir. Très bien. Que pouvons-nous Et on faire? peut choisir, il y a donc aujourd'hui, on va dire, des outils, des stratégies patrimoniales? Alors il y a une panoplie d'outils. Qui passe par quoi? Qui passe d'abord par la volonté donc, du disposant, de celui qui souhaite organiser la transmission de son patrimoine. Et cette panoplie elle repose à la fois sur des instruments du droit civil, on va en parler, des instruments un peu atypiques, et puis aussi le droit des sociétés qui peut nous aider. On va dans l'ordre que vous voulez? Oui. Allez. Alors on commence par le Code civil. Alors, on va commencer par le Code civil. On peut d'abord rédiger un testament, bien évidemment. Testament qui s'appliquera qu'au jour de son décès. Je rappelle un point fondamental. Pas de testament conjonctif. La Cour de cassation nous l'a rappelé encore en juillet 2018. Eh bien, c'est que chacun doit être libre de pouvoir rédiger comme il l'entend. Et on ne doit pas polluer sa volonté. Et donc, c'est monsieur qui écrit son testament seul dans son coin et madame qui écrit son testament seul dans son coin. Un testament, pour qu'il soit valable, il faut qu'il soit daté, manuscrit et signé. Donc manuscrit, oui, manuscrit du début à la fin. Du début à la fin. Donc on est tous avec des systèmes informatiques et des imprimantes, ça ne marche pas. Ça c'est le testament holographe et il n'est signé que par l'un seul des époux. Et là on peut transmettre à qui l'on veut lorsqu'on n'a pas d'héritier réservataire. Donc ça on peut l'organiser ainsi. Autrement on peut avoir un testament authentique. Une autre chose importante qu'on oublie très souvent, c'est que le dernier testament qui est valable, c'est celui qui a été signé en dernier. Et donc un testament holographe, postérieur à un testament authentique, a plus de force probante, c'est lui qui s'appliquera plutôt que le testament authentique qu'on aurait pu passer devant notaire. Bon. Donc le testament. Quoi d'autre? Donation de sommes d'argent. Et il y a une disposition qui existe depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, qui permet, lorsqu'on n'a pas d'enfant, de donner à ses neveux et nièces à hauteur de 31 865 € sans droit de donation, à partir du moment où c'est un don de somme d'argent et où le gratifié, le neveu, la nièce, a plus de 18 ans et où le disposant, monsieur Nocibé, par exemple, a moins de 80 ans. Donc ça, c'est un outil, mais qui s'applique immédiatement. On peut coupler cela à des démembrements de propriété, car on sait aussi que lorsqu'on transmet, donc que la nue propriété à un enfant, donc ou un neveu en l'occurrence, eh bien, seule l'assiette taxable est constituée de la nue propriété. Prenons l'exemple de M. Nocibé, 66 ans. Donc la nue propriété qui va transmettre ne sera taxée qu'à hauteur de 60%. La réfaction, l'usufruit conservé, ne sera jamais taxé, ni au jour du décès de monsieur, ni en fonction de l'accroissement de la valeur de l'actif donné. Donc là, il faut anticiper.
Bon, donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans le Code civil. C'est ce qu'il y a dans le Code civil. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme il y a des comme donations outil aussi graduelles, résiduelles, Oui. je ne veux pas rentrer dans tous les détails. Donc on peut aussi utiliser des outils atypiques. Alors les outils atypiques, le principal connu, c'est le placement favori des Français, plus de 2800 milliards. C'est l'assurance vie. Eh bien oui, c'est un outil un peu passe-partout, mais qui est formidable, parce qu'on se rappelle que lorsque l'on verse des capitaux sur un contrat d'assurance vie avant ses 70 ans, et quel que soit le lien de parenté entre le souscripteur assuré et le bénéficiaire, il y a 152 500 € d'exonérés, versus lorsque l'on transmet à des neveux seulement un peu moins de 8 000 € en cas de décès. Et après, on est taxé assez rapidement à 45%. Là, nous sommes, et à 55%. Là, nous ne sommes taxés qu'à 20% au-delà de 152 500 € par bénéficiaire. Supposons que Madame Noussibé, qui a 4 nièces, eh bien, elle peut transmettre 4 fois 152 500 € au sein de son contrat d'assurance vie, si elle a bien évidemment les liquidités, et si elle le fait avant ses 70 ans. Bon. Donc ça, c'est un outil quand même qu'on peut utiliser dans ces cas de transmission atypique. Code civil, assurance vie, et puis aussi, on peut bien évidemment utiliser le droit des sociétés. On peut créer une SCI qui va acquérir un actif immobilier. On met un capital très faible, 1 000 € par hypothèse. Et puis l'oncle, Monsieur Noussibé, reprenons maintenant Monsieur, eh bien peut très bien apporter en compte courant un montant relativement conséquent qui va servir à acquérir l'actif, qui pourrait être mis à usage gratuit. Donc la jouissance de l'actif étant affectée à un des associés qui, par hypothèse, est un des neveux. Attention, à un moment donné, il faudra rembourser ce compte courant. Ça permet tout de même de donner les moyens à un neveu ou à une nièce, eh bien de pouvoir habiter dans un actif, donc immobilier, sans pour autant l'avoir acquis à titre personnel. Donc ça, c'est un outil intéressant. Juste un petit focus, puisqu'on parle beaucoup aujourd'hui de fondations, de donations, et qu'il y a un petit projet donc, qui est actuellement en l'étude pour modifier les droits des héritiers réservataires. Il y a un grand débat dessus, je ne veux pas rentrer dans le débat philosophique, mais juste pour dire qu'on peut aussi gratifier, donner à une fondation, à charge pour elle de restituer à une tierce personne un montant de l'actif. Si vous transmettez par legs à une fondation, il n'y a pas de droit de succession. Et si on met à charge de ces testaments, à charge du legs, le fait que la fondation va transmettre à une tierce personne, les droits seront dus entre le lien de parenté entre la fondation et cette tierce personne, 60%, mais ils peuvent être pris en charge par la fondation. Je donne un exemple très simple. Supposons que ce soit entre 2 non-parents. Si vous transmettez un non-parent, vous avez 60% de droits. Et donc, il va rester sur une assiette de 100 que 40. Si vous transmettez ces mêmes 100 à une fondation, à charge pour elle de verser 40 à une tierce personne, eh bien les droits ne seront que de 60% sur une assiette de 40. 4 x 6, 24. Donc le dessaisissement total pour la fondation est de 40 en faveur du tiers, de 24 de l'impôt, il reste 36 à la fondation. Ça, c'est un moyen intelligent d'aider les fondations qui en ont besoin actuellement. Merci pour ces quelques clés à reprendre et à digérer pour savoir comment gratifier finalement sa famille si on n'a pas d'enfant. Benoît Lombard pour Vitam MFO.